Je trouve le client qui prend le temps parce que ça l'intéresse vraiment, qui a envie que ça marche, donc il va s'en donner les moyens. Et là, en général, le taux de satisfaction, il va être de 100%. Toi, tu vas prendre un max de plaisir. Tant que tu es en mode, je sais pas encore trop où je veux aller, je pivote. Moi, faut pas de process. C'est un peu comme monter une boîte en faisant un business plan. Quand tu es indépendant, enfin, quel est l'intérêt de faire un business plan ? Salut tout le monde, c'est Etienne, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu, on est sur Braise, la chaîne pour apprendre à faire ses premiers pas en tant qu'indépendant hyper simplement. On est au 6e épisode, on a vu pas mal de choses et aujourd'hui, on va s'attarder sur comment faire en sorte d'avoir un process client hyper carré. Parce qu'une fois qu'on l'a signé, il faut le rendre heureux ce client. Et là, on est là pour ça. Avant de vous présenter l'invité du jour, je tiens à vous dire habituellement que je chéris 2 sponsors qui me permettent de réaliser ces 10 vidéos. Le premier, c'est Indie, une application lyonnaise et gratuite qui permet à des milliers d'indépendants de simplifier leur vie administrative. Et ils le font de la meilleure des façons possibles. Ils automatisent ta comptabilité et tes déclarations fiscales. Tout est dans la bio, tu as un petit code promo, va checker. Et le deuxième, c'est ComeUp, une plateforme de prestation de services en ligne, et c'est français, qui te permet soit en tant que particulier ou professionnel d'aller proposer tes propres prestations de services. Moi-même, je l'utilise assez régulièrement quand j'ai besoin d'un graphiste ou d'un designer pour les vignettes YouTube. Je t'invite à aller voir, il y a pas mal de prestations disponibles, ça coûte rien d'essayer. Tout est dans la bio, je les remercie encore une fois de me soutenir dans ce magnifique projet. L'invité du jour, c'est Julien, le fondateur de Pilotine. Alors Julien, c'est un peu un habitué des épisodes de Braise puisque je l'ai déjà invité dans la saison 1 où on parlait plutôt plus de mindset qu'autre chose. L'épisode est pépite d'ailleurs, je t'invite à aller le voir, le lien est dans la bio. Aujourd'hui avec Julien, je voulais m'attarder sur comment satisfaire le client à travers un process hyper carré. Parce que l'objectif il est là, c'est qu'une fois que tu as signé ton premier client, il va s'agir de le satisfaire, de le chouchouter, de lui montrer que tu es présent à chaque étape de ta prestation. C'est hyper important, il y a plein d'astuces, plein de tips à connaître pour gérer cette relation du mieux possible et pour pouvoir à la fin de ta prestation, si c'est du one shot, obtenir la recommandation ou renouveler un contrat. J'en dis pas plus, je vous laisse avec le boss. Bon épisode. Là, on est indépendant, on vient de prospecter, il nous a répondu, on a eu le rendez-vous commercial, on a réussi à faire une bonne négociation, il vient de signer le devis et l'argent est sur le compte. Ok. D'accord. Là, on est dans ce contexte-là et notre objectif qu'on va essayer de voir tous les deux, c'est de voir si tu as des process, des petites astuces pour faire en sorte que dans toute la phase de production ou de collaboration que tu as avec le client, est-ce qu'il y a des processus qui font en sorte que tout se passe bien dans la relation jusqu'à potentiellement une petite recommandation du client pour générer encore plus de business derrière. Pour que ça puisse être cadré et justement démarrer correctement, donc nous par exemple, quand la personne nous contacte, elle doit remplir un questionnaire. Tout de suite, ça permet de montrer de voir les personnes qui sont vraiment motivées par le projet ou celles qui sont en mode je demande des devis mais je m'en fiche un petit peu. Donc du coup, on fait remplir un questionnaire, ça va prendre à peu près 20 minutes à la personne, mais ça va permettre de tester sa motivation et ça va permettre justement d'enrichir une proposition. Et c'est là où ça va avec ta question, hein. Une fois qu'elle a rempli toutes ces données, nous, c'est via Google Slide. En fait, elle remplit un Google Form. Okay. Une fois que le Google Form est rempli, via un script, on vient enrichir un Google Slide. Donc en gros, c'est une presse qui fait peut-être jusqu'à 100 slides. Et ces 100 slides sont agrémentés et agrégés automatiquement. Donc elle remplit le Google Form, boum, ça crée notre présentation nickel chrome qui reprend la problématique du client, notre proposition, machin. En gros, ça fait 80% du taf, c'est là où on gagne beaucoup de temps et après les 20% restants, c'est là où on va être énormément sur la stratégie, tout ça et d'essayer d'onboarder le client comme je le disais, enfin le prospect pour l'instant. Et du coup, cette presse de 100 slides, et bien justement, la première étape, une fois qu'il est signé, c'est on reprend les parties qui étaient les plus importantes des documents et on va venir déjà récapituler au client en disant est-ce qu'on a bien compris, est-ce qu'on est bien sur la même longueur d'onde, vous voulez bien toujours ça. Donc, première étape du process, quand il a signé et qu'on a les sous sur le compte en banque, on remet à plat un peu le projet en disant on est bien d'accord que vous avez besoin de ça. En gros, on fait une réunion de lancement où on remet tous les objectifs de la boîte. Alors dans notre cas, parce que la personne A
qui a vendu, c'est pas celle qui va après produire, donc on a besoin de répéter tout ça, mais je pense que c'est quand même une bonne pratique de dire est-ce qu'on est bien d'accord monsieur le client, qu'on part bien là-dessus. Après boum, on passe sur une étape de wireframe, donc nous en gros on fait les maquettes en noir et blanc pour structurer le contenu. Une fois que c'est validé, on a 2 allers-retours là-dessus, enfin 2 allers-retours, on valide, après on passe au web design, 2 allers-retours, on valide, on passe à l'intégration, 2 allers-retours, on valide, on met le site en ligne et après il y a de la maintenance, de l'accompagnement sur long terme. Mais en gros, on lâche jamais de client. Avant de commencer, on parle énormément avec lui, après on fait, et une fois que c'est fait, eh ben on garde une vraie relation avec lui, on va essayer de pouvoir l'accompagner sur du long terme en ayant des points d'échange aussi réguliers avec lui. Ok, super, tu nous as dit énormément de choses là, Ouais. c'est vraiment pas mal. Il y a 22 étapes, je ne les ai pas toutes redonnées, mais il y a 22 étapes qui sont dans notre workflow et tout. Oui, on a cuté, et puis de toute façon, ton modèle agence est super intéressant, je m'attendais pas à ça, autant de préparation. Moi, paradoxalement, je vis un petit peu la chose inverse. Moi, on me demande, alors je sais pas si c'est le cas, tu vas me le dire, mais moi, quand je signe avec un client, on me demande d'être dans la production directement. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que je le fais en fait, c'est que je produis directement. Tu veux satisfaire, du coup, tu vas le plus vite possible, quoi. C'est ça. Pour l'instant, écoute, ça se passe bien, mais là, avec le discours que tu as, en fait, je me rends compte que toi, tu prends énormément de temps pour cadrer le projet une première fois, une deuxième fois, et j'imagine que parfois, dans la deuxième fois, tu redécouvres des choses parce que tu approfondis. 100% du temps, on découvre des choses. Ah, mais c'est. En fait, tu vois, je le capte. Et les ateliers, on va repartir sur les ateliers. Ouais. Typiquement, tu veux faire, je prends un exemple au pif, tu veux faire copywriter. Tu vas faire copywriter et aider par exemple aider des clients à faire des posts LinkedIn ou faire du community management ou des trucs comme ça. Tu vois, vraiment, je prends au pif. Et ben, typiquement, si tu connais pas la raison d'être de ton client, son persona, si tu connais pas ses valeurs, son positionnement, son offre commerciale, sa stratégie long terme, sa vision, tous ces trucs-là, comment veux-tu créer des posts qui vont engager les gens pour respecter la vision de l'entrepreneur que tu vas accompagner à justement partager un peu ce qu'il vit au quotidien et sa vision et de mettre en avant son offre. Et bizarrement, même des fois on a des clients, c'est des gros industriels, tout ça, ils n'ont pas ces documents-là. Alors tu peux tomber, et ça arrive, sur des gens, ils ont déjà fait le taf. Ils ont toutes leurs slides, c'est hyper clair, machin. Et puis quand ils prennent le temps de t'expliquer, t'as tout compris et tout ça, et du coup tu vas partager tout ça. Donc soit tu as déjà tous ces éléments, soit tu vas aider le client à le mettre noir sur blanc. Soit tu le prends sur toi au début, parce que tu dis, bon, faut que je le signe, et il n'y a pas de souci, mais du coup, tu vas passer du temps à dire, je vais vous aider. Et en fait, il faut toujours leur expliquer qu'il y a pourquoi tu es en train de faire ça. Tu vas expliquer déjà parce que, tu vas plus le satisfaire parce que tu seras plus productif, donc tu vas même pouvoir faire plus de posts pour lui, tes potes, ils vont avoir plus d'engagement et ainsi de suite. Donc, et en plus, je vais dire, et surtout, vous aurez une petite trace, et ce document, nous on le dit, vous allez pouvoir l'utiliser pour vos investisseurs financiers, pour vos collaborateurs, pour l'onboarding, pour ci, pour ça. Et tu vas dire, en gros, je vais vous aider à faire un doc qui va vous être utile de toute façon de partout. Oui, voilà, c'est ça. Tu apportes déjà de la valeur en fait. Tu te crédibilises dès le départ. C'est là où tu apportes un petit peu ton expertise. Tu n'es pas juste, comme l'exemple que tu as cité, copywriter. Tu es aussi celui qui va aider à cadrer le business de ton client, quoi. Pourquoi pas? Alors après, il faut que tu aies des compétences sûrement sur ce domaine-là. Mais en tout cas, il faut que toi, tu récoltes toutes les informations dont tu as besoin pour faire en sorte que tu puisses appliquer, exécuter correctement. Et c'est vrai que je vais te citer 3-4 typologies de clients. Typologie numéro 1, c'est le client, il y connaît rien. Il veut du retour sur investissement tout de suite, il veut que ça aille vite et surtout, il veut pas que tu l'emmerdes avec plein de questions. Ok. Taux de succès, d'avoir une satisfaction avec lui, 0%. Enfin, tu vas satisfaire, entre guillemets, je pense, si tu es vraiment hyper énergique, démerdeur, que vraiment, on va dire, tu es un champion du monde, tu vas satisfaire, tu auras un taux de satisfaction de 50% dans ce cas-là. Donc tu en as 50%, mais ça va sûrement durer que 1 an max. Parce qu'au bout d'un an max, ils vont dire de toute façon, c'est pas assez rentable. Hop, et puis de toute façon, ils vont se barrer. Donc taux de satisfaction 50%. Deuxième cas, tu as la boîte qui met suffisamment de budget, ils ont répondu à quelques questions, mais toujours pareil, tu vois, ils veulent pas trop s'impliquer, tout ça, ça les intéresse pas des masses, et ils disent, moi je paye et je veux que ça marche. Ok. Mais tu as déjà un peu plus d'infos, ils sont plus disponibles, ils te donnent plus de feedback. Taux de satisfaction en général, donc sur de la pure prestat de service, nous ce qu'on avait c'était du 70%. Alors, on peut dire 70% c'est bien, c'est pas mal. C'est de la daube. Moi je considérais que c'était quand même pas satisfaisant. Quand on était sur le 50%, honnêtement, je considérais que c'était une catastrophe parce que du coup tu as des merdes en permanence, des clients qui te défoncent parce que tu n'as pas été assez rentable, des clients qui arrêtent alors que toi tu avais recruté peut-être quelqu'un pour t'occuper de ça ou toi tu avais consacré la moitié de ton temps là-dessus. Du coup à la fin quand il dit je suis pas content, j'ai pas eu de résultat donc j'arrête. Bon certes tu as facturé pendant 1 an mais à la fin c'est un peu un échec quoi.
Et bah, tu as le dernier cas où tu trouves le client qui prend le temps parce que ça l'intéresse vraiment, qui a envie que ça marche, donc il va s'en donner les moyens, qui va accepter de passer du temps aussi avec toi en amont. Et là, en général, le taux de satisfaction, il va être de 100%. Toi, tu vas prendre un max de plaisir à gérer ce client-là. Et puis, bah, vous allez souvent continuer sur du très long terme et ça va être vraiment tip-top. Donc, avec ce constat-là, effectivement, on peut être opportuniste et se dire je débute, donc je préfère avoir du 50% de satisfaction, mais il faut que je me fasse mes armes. Et c'est bien normal, et j'ai commencé comme ça aussi. Mais bon, au bout d'un moment, tu te dis maintenant, j'ai peut-être les moyens d'aller chercher des clients un peu plus intéressants parce que je me suis fait une petite réputation, je commence à avoir des exemples à montrer, tout ça. Donc là, tu essayes de passer à 70% de satisfaction. Et à la fin, tu mettras en gros en place la grosse armada, le gros process avec les trucs peut-être qui paraissent un peu chiants ou un peu lourdingues, mais qui font que derrière, tes salariés vont kiffer, ou toi-même tu vas kiffer, ton client il va kiffer, même tes prospects. Nous aujourd'hui, les gens qui signent pas avec nous, ils nous disent on n'a pas signé avec vous parce que vous étiez peut-être un peu trop cher ou je connais le cousin dans l'autre boîte, je sais pas quoi, tu vois. On signe pas avec vous, mais vous avez été vraiment tip top, vous nous avez fait la meilleure proposition, on signe pas avec vous, ou des fois c'est le responsable marketing, mon dirigeant a pas pris la décision, mais vraiment moi j'ai été ravi de collaborer avec vous, donc tu vois, on n'a même pas bossé avec eux, qu'ils ont été contents de collaborer avec nous quoi. Ouais. Limite ils seraient prêts à nous faire une recommandation sur LinkedIn, tu vois, pour nous dire qu'on a été géniaux. Et bizarrement ces gens-là ils reviennent toujours 1 an, 2 ans après en disant maintenant c'est le bon moment, j'ai changé de boîte, et puis là vous êtes même les seuls qu'on consulte et on a vraiment envie de taffer avec vous. Donc c'est incroyable, on préfère faire le taf correctement en amont, quitte à perdre le client mais en ayant vraiment tout donné, plutôt que d'être en mode je charbonne, j'essaie d'en choper plein et puis derrière c'est une cata. Mais je te dis ça aujourd'hui, ça fait 10 ans que la boîte existe, mais j'ai commencé, c'était l'enfer, mais faut commencer avec l'enfer et au bout d'un moment tu structures ton enfer et ça vient petit à petit quoi. D'ailleurs c'est bien, t'enchaînes super bien parce que effectivement tu commences avec des petits ratés, des petits loupés, avec des gros ratés, avec la première typologie de client où tu sais de base que ça va mal se passer, mais tu te dis j'y vais quand même et ça se passe mal. À partir de quand toi tu t'es vraiment dit faut que je pose ça sur papier, que je fasse un process plus carré que ce que j'ai là maintenant quoi. Et bien ça je pense que ça dépend de la typologie d'entrepreneur que tu es. Typiquement si on parle de la cible de ce podcast qui va être une personne qui souhaite rester indépendante, ça a commencé pour moi le plus tôt possible. Donc effectivement alors faire les 2, 3, 4 clients au démarrage avant de structurer, parce que peut-être que le premier client, tu vas dire, au final, j'ai fait tel prestat, au final, la prestat, je l'aimais même pas, donc je vais changer de prestat, et tu vas pivoter très rapidement. Tant que tu es en mode, je sais pas encore trop où je veux aller, je pivote, pour moi, il faut pas de process. C'est un peu comme monter une boîte en faisant un business plan. Quand tu es indépendant, quel est l'intérêt de faire un business plan ? Zéro. Donc, pour moi, le process, tant que tu l'as pas vécu 2, 3 fois, il sert strictement à rien. Nous, d'ailleurs, on a un petit mantra en interne à la con qui est de dire d'abord je teste, après j'industrialise, après je documente et en dernier je partage. Donc la première étape c'est je teste, donc tu testes un client, 2 clients, 3 clients. Par exemple nous des fois on teste des offres commerciales. On va dire allez tiens il y a un client il veut faire un onboarding sur Monday, on l'a jamais fait mais vu qu'on maîtrise Monday c'est notre outil de gestion de projet, allez pourquoi pas on va faire un atelier. Si finalement on se dit c'était chiant, le client il était pas content et à la fin on n'a pas été très utile, on n'en fera plus jamais. Ouais. Si par contre il y a un autre client à qui on le propose, qui dit ok ça me chauffe, et puis il y en a un troisième qui demande, là on dit là il y a un truc, donc on va commencer à industrialiser un petit peu tout ça, on va créer la petite presse, le machin, on va commencer à structurer un peu tout ça, donc on industrialise, on essaye de le faire encore une fois. Une fois que c'est industrialisé, et là on va documenter tout ce qu'on a fait en finalisant vraiment le truc nickel chrome, et après on va commencer à le partager en interne pour que d'autres personnes puissent faire la même chose, et après on va commencer à le partager en externe, parce que indépendant comme entreprise, il faut après partager en disant là je sais le faire et tout ça. Au début ça reste du off, genre à l'oral je te dis au fait on a ça et tout, est-ce que ça t'intéresse, et après une fois que tu as testé 1 ou 2 fois et que tu l'as formalisé, c'est là où tu vas le partager en disant on sait faire ça, voici d'ailleurs la démarche, je vous donne comment le faire gratos, et si vous avez besoin d'aide, je suis là, je suis disponible, ainsi de suite. Tu vois, la bonne stratégie sur LinkedIn de dire je donne, et puis il y a des gens, ils vont avoir la flemme de le mettre en place, donc ils vont vous le confier parce que t'as donné, mais eux en gros ils ont la flemme, donc après vas-y champion, fais-le à ma place quoi. Là je reviens longtemps avant tes premiers ateliers. Déjà, les premiers ateliers, tu m'as pas dit si tu suivais une structure particulière. Oui, alors on suit une méthodologie, donc nous c'est la méthodologie de design thinking, et pour la mettre
mettre en place. Alors, ça fait longtemps qu'on veut mettre en place ces ateliers. Avec mon associé de l'époque, on disait toujours signez ici en bas à droite, mais on expédiait nous la signature à fond. On disait si signe en bas à droite, c'est parti, hop, là, c'est parti. Et après, on donnait ça au chef de projet et en mode démerde-toi. Et après, c'était compliqué parce qu'on avait l'impression que la personne allait vraiment creuser de nouveau le besoin client et tout. Mais vu que c'était pas facturé, fallait expédier. Non, vu que c'était déjà facturé, en mode on avait déjà vendu, après t'expédies. Au final, quand tu vas offrir ce temps-là, je pense que c'est compliqué et au final tu le fais pas. Bizarrement, tous les trucs offerts, tu les fais assez peu en général. Hein. C'est ce petit truc que je vois souvent. Mais... Donc du coup, quand tu as vraiment vendu l'atelier et qu'il est prévu, là tu le fais bien. Et du coup, la méthode de design thinking est pas mal. Donc c'est une méthode très collaborative. On va faire vraiment c'est du brainstorming, de l'échange. On va prendre des petits post-it, des machins, des bidules. Et à la fin, on va formaliser vraiment tout ça. On va avoir un livrable où on va retrouver le compte rendu de ce qui a été fait pendant l'atelier pour définir un peu tout ça. Donc ce qui est bien là, c'est que ça met tout le monde autour de la table. C'est que ça crée de la cohésion. C'est que ça fait émerger des idées et que ça fait en sorte que tout le monde s'implique dans le projet. Donc le client comme nous, on s'implique mais 10 fois plus dans le projet parce qu'on brainstorm l'ensemble. Donc ces ateliers-là qu'on met en place au démarrage, effectivement, ils ont déjà une structure qui est définie, une méthodologie qui est définie et un livrable à la fin qui est défini. Et c'est ça qui permet de faire en sorte qu'elle soit productive. Ok, t'as un bout de papier à la fin qui redéfinit tout. C'est via Figma ou Figjam ou des trucs comme ça. Ah, vous avez déjà commencé à maqueter certaines choses en fait. Par exemple, l'atelier Persona, on a déjà des personas prêts à l'emploi et on va venir les customiser pendant l'atelier en faisant intervenir tout le monde pour qu'ils soient déjà nickel. Mais on a déjà des bases de travail qu'on va venir compléter. C'est pas une feuille blanche. Hein. Okay. La feuille blanche, là, ça tue tout le truc, mais on a déjà un déroulé d'atelier qui est prévu avec des rendus à faire et c'est juste qu'on doit après... Notre taf, c'est surtout d'animer la réunion. Mais on va pas inventer des concepts. Super important, tuer la feuille blanche. Parce qu'en vrai, t'arrives avec un PPT tout blanc et alors là, tu te regardes dans le blanc des yeux et tu te dis par quand on commence. Et surtout, là, le client se dit, il me prend pour un con, lui, il a pas fait de taf en amont. Donc non, il faut déjà venir préparer. Donc il y a déjà un temps de préparation avant l'atelier. Ouais. De toute façon, avec tout le taf que t'avais censé faire avant, avec l'avant-vente, les premiers discours, t'as déjà pas mal de... Oui, on a déjà des billes. Ok, mais ça c'est super intéressant. J'aime beaucoup cette idée de commencer déjà avec quelque chose, puis de toute façon l'inertie va démarrer beaucoup plus vite. Cet atelier, t'identifie un petit peu les éléments importants des choses que tu vas devoir produire par la suite. En fait, l'idée là de ce que je comprends, c'est tu vas demander à ton client de nourrir la production que tu vas faire juste après quoi. Typiquement que si tu dois faire des posts sur les réseaux sociaux, ça va être de regarder, alors je sais pas là, il faudrait inventer un atelier, mais dire on va faire déjà regarder les concurrents, tout ça, comment ils font. Après tu vas peut-être aller sur Adobe Stock et commencer à regarder les types de visuels qui sont bien. Peut-être avant ça, tu vas dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut représenter, tout le fameux truc raison d'être, valeur, positionnement, persona, tout ça. Mais une fois que tu as fait tous ces trucs, après, concrètement, tu vas dire, allez, on va peut-être aller chercher des photos et on va mettre le top 10 des photos qu'on a trouvées. Tu vas peut-être faire un verbatim avec tous les hashtags que vous avez trouvés qui sont bien. Toi, en tant qu'expert, tu vas venir apporter ta patte en disant, ce hashtag, il est un peu naze et tout, mais là, très bonne idée, vas-y, on pourrait faire comme ci, comme ça. Tu vas venir t'inspirer en mettant, 10 posts que tu as vus un peu de partout. Tu as pris 10 posts bien différents, que le client il choisisse les 2 qu'il préfère parmi les 10. Enfin, je sais rien, voilà, tu peux préparer avec un peu plein d'idées comme ça, mais plus tu viens avec des bases, avec du benchmark, avec ce qu'on peut trouver à gauche à droite, et plus tu orientes le choix du client, mieux c'est. Si tu dis juste au client bonjour client, qu'est-ce que vous voulez, là t'es foutu. Là. Ah, c'est mort. Déjà t'es pas crédible, du coup il est plus en confiance, du coup tu casses la dynamique, donc tu viens déjà avec des bases, et puis tu as ton étape 1, c'est le choix des postes, l'étape 2, c'est le choix de je sais pas quoi, l'étape 3, machin, et là comme ça tu peux avancer quoi. Là je passe toute la chaîne de production, tu mets le site en ligne. Ouais. Donc là la mission entre guillemets elle est terminée normalement ouais. C'est le normalement moi qui me pose problème. Il se passe quoi là juste après? Alors donc nous on a le web design, le développement, tout est fait. Il y a une partie où il va falloir intégrer le contenu. Souvent, pour des histoires de budget, le client peut décider d'intégrer son contenu lui-même. Donc nous on met en place une pré-production. On met le site en ligne mais pas sur le vrai nom de domaine encore, histoire que le client puisse tester son site, puisse commencer à insérer les contenus qu'il veut mettre et tout ça, mettre en place prendre en main son blog et tout, commencer à mettre des articles et tout ça.
Donc là, bah forcément, il va commencer à utiliser ton produit. C'est à ce moment-là qu'il va faire pas mal de retours aussi. Donc il va dire ah ouais mais moi je pensais qu'en fait c'était comme ci comme ça. Ah bah oui ok pourquoi pas. Donc on va faire soit des ajustements, soit lui expliquer comment ça marche. Donc là on fait preuve de pédagogie, c'est de la formation et tout. Nous on est organisme de formation. Ça c'est vraiment un game changer pour nous. Vu qu'on est organisme de formation, on va prendre le temps aussi de faire monter en compétence le client sur nos outils, sur des trucs web marketing aux alentours. Comme ça il va mieux utiliser son site et son outil de travail. C'est quelque chose que tu factures. C'est quelque chose qu'on facture, mais c'est pris en charge par les OPCO, ça peut être pris en charge par le CPF pour certaines formations et tout. Donc ça a une grosse valeur ajoutée pour eux. En plus, ils déboursent souvent rien. Et nous, ça nous permet d'avoir des clients plus qui maîtrisent mieux les outils parce qu'ils s'y connaissent en fait, parce qu'on les a formés pour qu'ils s'y connaissent. Donc, en dehors de tout ça, il commence à utiliser son produit. Donc, en fait, il va te faire des retours que tu vas prendre en compte pour certains. D'autres, tu vas dire, bah, c'était pas prévu, machin, et ainsi de suite. Mais ça permet de encore cadrer. Une fois que ça s'est validé, on met en ligne le site. Et là, nous, on a encore 1 mois de garantie. Parce que nous, comme eux, on peut pas non plus avoir tout vu sur des gros projets digitaux, même des petits. Des fois, on voit pas tout. Ah oui, mais sur cette page, tout en bas, je sais pas quoi, bah, y a un truc qui est encore décalé. Bon, bah, pourquoi pas, hop, on le remet en place. Donc, on a 1 mois de garantie. Pourquoi 1 mois, me diras-tu? Pourquoi on passe pas à 12 mois? Et des fois, il y a des clients qui disent mais pourquoi pas plus? Et on lui dit bah, pourquoi pas moins non plus, tu vois? Puis en général, quand le site est mis en ligne, en 1 mois, tu as vraiment tout vu. Et de toute façon, nous, on reste flexible. S'il y a une vraie pétouille qu'on n'avait pas vue, qui était de notre faute, même 4 mois après, bien entendu, on le prend en charge. Enfin, c'est bien normal. Mais le 1 mois permet aussi, pareil, que personne ne s'auto-sabote, ni client, ni nous, et qu'on sache vraiment. En gros, eux, ils savent que pendant 1 mois, il faut qu'ils soient vigilants, il faut qu'ils testent leur truc, il faut qu'ils l'utilisent un maximum et pas qu'ils le laissent pourrir. Parce qu'après, bah, nous, on sera passé à autre chose, quoi. Donc ça, c'est la période de garantie. Une fois que la période de garantie est passée, ben nous, on fait les mises à jour régulières. Donc tous les mois, on fait des mises à jour de WordPress, les mises à jour des plugins, tout ça. On s'assure que la sécurité soit bien faite. On fait les sauvegardes de site et tout. Donc ça, c'est un process, nous, c'est vraiment hyper industrialisé, cette partie-là. Et après, il y a toute la partie amélioration du site, optimisation du site, correction des fois de trucs qui ont pu être engendrés par certaines mises à jour du client ou autres, où là, on reste disponible pour faire du support et faire de l'amélioration sur le long terme du projet. Typiquement, le client qui a évité de s'auto-saboter parce qu'il a signé qu'il voulait ça et qui a eu plein d'idées entre temps, et ben il va venir 2-3 mois après rajouter ses idées en disant bah là, c'est le bon moment, on va rajouter un espace recrutement, on va venir rajouter si je veux faire un deuxième blog, j'en sais rien, mais il va venir faire ses petits ajouts. Et nous on est là pour faire évoluer avec lui son site sur long terme, pour le former, le faire monter en compétences et ainsi de suite. D'accord, ça c'est dans son deuxième temps quoi. Et ça c'est tip top moumoute parce que ça permet de mettre en place de la récurrence dans un business model comme le nôtre. Parce que là où au début on faisait que des projets one shot, boum, on te met en ligne ton site et après débrouille-toi, et ben maintenant on a à peu près 30% de notre activité qui est du récurrent. Donc au moins tu t'assures chaque année que tu as au moins 30% qui est récurrent et après il faut aller chercher le reste, quoi. Si on part du principe que ton business il est pas récurrent, imaginons toi tu livres ton site, d'accord, et que la mission elle est finie. D'accord. Est-ce que actuellement toi tu as des petites techniques pour te faire recommander? Est-ce que tu as une petite phase d'amorce où tu dis bon, monsieur client, on a fait un super travail ensemble, j'aimerais bien que vous me recommandiez? Comment tu le dis? Comment ça se passe? C'est vrai qu'on n'a pas parlé des étapes de satisfaction et des étapes d'échange justement avec le client comme ça, mais donc nous on en a mis en place. Alors, pour le coup, ça c'est assez récent, mais on en a mis en place plusieurs tout au long du projet. En fait, une fois qu'on a fini le web design, on va faire une étape de satisfaction client. Qu'est-ce que vous en avez pensé, machin, qui nous fasse des retours en disant bah nous on souhaite s'améliorer. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme dites-nous ce que vous avez pensé. Donc en ce moment, il y a 4 ans en arrière, ils n'étaient pas forcément tous satisfaits, mais là en ce moment vraiment ils disent tous bah, c'est génial, merci beaucoup, c'était top. Ok. On fait la même chose à la fin, à la mise en ligne du site. Et après, nous, on va faire la même chose tous les 6 mois à 1 an, dans la durée de vie du projet. On va reprendre le brief. Voilà, finalement, à froid, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment on peut s'améliorer? En gros, donnez-nous une petite note. Et c'est dans ces moments d'échange qu'on peut demander, bah, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un dans vos contacts qui pourrait être, avec qui on pourrait prendre contact, justement, qui pourrait être intéressé pour qu'on puisse intervenir aussi chez lui, et ainsi de suite. Donc, c'est pendant ces moments où on va valider la satisfaction du client. S'il est super satisfait, ce qui est le cas dans tous les cas en ce moment, eh ben on va lui demander de nous recommander à quelqu'un d'autre. Il ne va pas forcément avoir quelqu'un en tête tout de suite, mais en tout cas, on va planter la petite graine et comme ça, il dira ah ouais putain, il y a un tel qui peut être intéressé, il va nous mettre en relation et du coup, bizarrement, ça provoque beaucoup plus de fidélisation et nos clients se transforment encore plus en ambassadeurs parce qu'on leur a montré qu'on était intéressé, qu'ils soient aussi ambassadeurs et qu'ils puissent nous recommander. Donc ça déclenche beaucoup plus. Des gens le font naturellement. Ils vont, il y a quelqu'un qui leur dit tu connais pas une agence, et bon bah si, il y a Pilotine, ils ont bossé pour nous, ça s'est super bien passé, ce qui arrive régulièrement. Mais on essaie aussi de pousser un petit peu pour qu'ils puissent nous recommander parce que bizarrement, en demandant, les choses se font un petit peu plus que si on est attentif. Donc on essaye d'être proactif sur
sur ce sujet-là. Mais du coup, on essaye d'avoir régulièrement des points où on va questionner la satisfaction de nos clients et on va les pousser à nous recommander. Mettre le petit avis qui va bien, nous recommander un nom, des trucs comme ça. Quand tu me dis régulièrement, t'as un laps de temps ou pas Bah, ça dépend de la durée de vie de ton projet, mais nous, sur un projet par exemple qui va durer allez, je sais pas, 6 mois, on va essayer d'avoir 2 fois au moins ce feedback, donc on pourrait dire peut-être tous les trimestres quand tu es sur la grosse partie du projet, et après sinon 1 fois par an, on va essayer de reprendre contact avec nos clients. Ça, c'est des points visio ou des points physiques? Si possible, point physique, et sinon, point visio. Ok, et c'est vraiment dédié à ça? C'est dédié à ça, à la satisfaction, et à juste prendre des nouvelles, montrer un peu ce qu'on a fait de nouveau nous dernièrement, leur donner des petites idées, des choses comme ça aussi. La partie où tu demandes la reco, pour en avoir parlé, c'est une partie qui fait un petit peu peur, tu vois, malgré que t'as fait un bon taf, le client est content. C'est quelque chose où tu vois, c'est encore une phase commerciale supplémentaire qui peut amener à faire. Ça reste des compétences commerciales. Et en vrai, de ce que tu me dis, tu vois, le fait de responsabiliser un petit peu ton client en demandant est-ce que vous avez des collègues que ça pourrait intéresser, ça le responsabilise lui, ça l'amène un petit peu à chercher des solutions pour toi. Et tu rentres dans une phase intime un petit peu plus profonde, quoi. Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que ça reste des compétences commerciales. Et le petit tips que je pourrais donner pour obtenir des recos, j'en ai un, qui vient d'une étude américaine que j'avais lue dans un bouquin d'un scientifique qui regardait comment influencer positivement les autres personnes et tout. Je crois que c'est une étude qui a été faite dans une bibliothèque où il regardait comment faire en sorte de passer devant tout le monde à la photocopieuse pour imprimer des pages dans une bibliothèque. Il y avait genre, je sais pas, les 10 personnes à chaque fois, ils essayaient de griller la queue en fait. Donc la personne qui grillait la queue sans rien dire et qui venait imprimer ses pages se faisait défoncer dans 90% des cas, elle se faisait éclater, tout le monde l'insultait, tout ça. Mais il y avait quand même 10% des gens qui la laissaient faire. Donc là on pourrait dire c'est s'attendre à ce que les gens naturellement mettent des avis. On n'a peut-être que 10% de chance. Le deuxième cas, c'est une personne qui passait devant tout le monde avec une super raison, mais un truc de ouf, genre ma boîte va exploser si je passe pas devant vous, un truc vraiment, c'est un carnage si elle passe pas devant tout le monde. Elle avait peut-être 95% de taux de succès, donc il y avait quand même 5% des gens qui voulaient pas. Alors on va dire peut-être plus 90 et 10% des gens qui voulaient pas. Et ils avaient fait un autre exemple avec une personne qui venait sans raison valable, mais qui donnait juste une excuse. Elle était nulle son excuse, mais elle disait parce que. Elle disait est-ce que je peux passer devant vous parce que je dois imprimer des feuilles? Qui est le cas des 10 personnes qui attendent. Donc l'excuse n'avait aucune raison valable, mais elle disait parce qu'elle donnait une justification. En fait, et que la justification, et donc elle était sur du 86%, je crois, donc presque autant que la personne qui avait une raison de ouf. Donc tout ça, la morale de l'histoire, c'est de dire, il faut donner une excuse. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est de donner une excuse. Donc si tu dis à la personne, t'as été contente, c'est bien, est-ce que tu peux mettre un avis s'il te plaît? Au final, il n'y a pas... Enfin, il y a une excuse parce qu'elle était contente, mais le vrai truc c'est de dire parce que ça va m'aider à développer ma boîte, ça va m'aider à valoriser que je fais des trucs bien sur internet, ça va m'aider, tu vois, c'est d'expliquer en quoi ça va t'aider qu'elle mette un avis. Et si tu donnes 1, 2, 3 explications concrètes de pourquoi ça va t'aider, que la personne mette un avis ou qu'elle te recommande à quelqu'un, bizarrement tu exploses le pourcentage de succès que la personne le fasse. Et moi je le teste régulièrement. Par exemple, si je dis à la fin d'une prestation, n'hésitez pas à mettre un avis, à bientôt, hop, zéro chance que les personnes mettent. Enfin, je dis, du coup, tu as été satisfait. Est-ce que tu pourrais mettre un avis parce que c'est important pour le développement de notre entreprise, pour la satisfaction des collaborateurs qui ont bossé sur le projet, qui ont envie de savoir que tu étais content du truc. Enfin, tu vois, tu racontes pourquoi, parce qu'il y a des strictes vérités. Et bizarrement, là, les gens, ils mettent des avis. Plutôt que de nous dire on est les plus beaux, quand un client le dit, c'est beaucoup plus classe, quoi, et ça marche bien. Écoute, Julien, je te remercie énormément pour cette seconde seconde fois. Et puis écoute, je te souhaite le meilleur du monde. Et toi aussi. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, envoyez-moi du love en message privé, ça me fait toujours plaisir. Même Julien, il vous attend dans sa messagerie LinkedIn. Tout est en commentaire. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite.